Le 11 novembre 1942 est un jour marqué d'une pierre noire pour l'histoire de la Corse. Ça a été le jour de l'humiliation et de la honte. Arthur Giovoni est le dernier survivant des 8 membres du comité départemental du Front National, l'organe dirigeant de la résistance en Corse. Né en octobre 1909 à Mocacroce, où ses parents étaient maîtres d'école, il a 33 ans quand les Italiens débarquent à Bastia. La parenthèse révolutionnaire qu'a été la résistance balaya un temps les vieilles structures politiques. Arthur Giovoni fut porté jusqu'au milieu des années 50 par ce surgissement du peuple. Nommé compagnon de la libération par De Gaulle, élu maire d'Ajaccio, député, il était le porte-drapeau de plus de 30 000 électeurs. Puis l'ordre ancien se réinstalla, et peu de traces sont encore visibles du passage aux affaires de ces hommes de la résistance. Peut-on raviver ces traces? Comment évoquer le passé sans le transformer? La mémoire est un enjeu, la mémoire a elle-même une histoire. J'ai adhéré au parti en janvier 1934, à Bastia, c'est-à-dire après l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Je suis adhéré dans cette période où il y a eu les événements de février 1934 à la Concorde, enfin les fascistes qui ont essayé de renverser la République. On était très peu nombreux, on était une poignée, il y en avait dans certains villages 2 ou 3, dans la plupart des villages il n'y en avait qu'un, et qui était très, très heureux d'être tout seul, qui n'aimait pas du tout recruter qui que ce soit. Et généralement on l'appelait Moscou, Cachin, etc. Et nous étions dans les centres, à Ajaccio et à Bastia, il y avait une poignée de communistes. Lorsque j'ai adhéré au parti à Bastia, nous étions 13 membres du parti. J'étais le 13e membre du parti à Bastia. Et à Ajaccio, il devait y avoir un nombre à peu près équivalent. Et après ça, très vite, j'ai été membre du bureau fédéral. Et puis, j'ai été candidat aux élections cantonales à Bastia en 1938 ou 1939. La dernière élection cantonale avant la guerre. Et nous étions 6 ou 7 candidats, parmi lesquels Jean Zuccarelli, Cancellieri et d'autres. Et j'avais obtenu, et sur mon nom, le parti avait obtenu 238 voix. Alors on n'a pas voisé parce que c'était un chiffre extraordinaire. Nous n'avions jamais fait des résultats aussi importants. Nous avions toujours des résultats minimes, misérables. Le Front populaire avait pris en Corse une grande importance parce qu'il y a des tas de gens qui se sont retrouvés à cette occasion, qui jusque-là les communistes n'avaient rien à voir avec les socialistes. Mais là, dans cette circonstance, il y a eu un mouvement d'union. Il y a eu un mouvement d'union de la gauche. Je suis mobilisé en Corse, au 373e régiment, et puis de la Corse, il y a un rapport de la police qui le rappelle. Quelqu'un a dit à mon colonel que j'étais membre du Parti communiste, alors on m'a déplacé, on m'a enlevé, on m'avait affecté au bureau du colonel parce que je savais lire et écrire. J'étais un soi-disant intellectuel, alors j'étais au bureau du colonel. Lorsqu'on a su que j'étais communiste, on m'a expulsé du bureau du colonel. Et puis en même temps, on m'a expulsé de Bastia, on m'a envoyé d'abord à Corté, puis à Bonifacio. Puis de Bonifacio, on m'a envoyé à Chabeuil, dans la Drôme, puis de là à Fontainebleau, puis enfin au front. C'est-à-dire que pendant l'année de la drôle de guerre, celle que l'on faisait aux communistes plutôt qu'aux autres, moi j'étais un peu une cible en tant que communiste, uniquement parce que communiste. Et j'ai été comme ça déplacé parce que sur mon livret militaire, il y avait la fameuse annotation PR, ce qui veut dire, je pense, propagandiste révolutionnaire. Voilà les raisons pour lesquelles on s'acharnait sur les communistes. Je fais la guerre comme tout le monde, en reculant jusqu'aux Pyrénées. Heureusement qu'il y avait les Pyrénées, sinon je ne sais pas où on aurait été. Puis là, on nous a libérés. Moi, j'ai été libéré dans une petite ville près de Bordeaux qui s'appelle Pellegru. J'étais libéré là et je suis rentré en Corse. De 40 à 41,
j'ai été tout tranquillement professeur au lycée de Bastia, où on m'avait renommé au lycée de Bastia après la guerre. Et j'étais tranquillement comme la plupart des communistes de Corse. Ils avaient leurs activités, leur travail, et ils n'étaient pas pourchassés comme l'étaient les communistes du continent. La Corse n'était pas occupée, nous n'avions pas connu l'exode. On n'avait pas connu l'exode, les milliers de gens, ou les millions de gens sur les routes. On n'avait pas connu la débâcle, on n'avait pas connu l'invasion de Paris avec la croix gammée sur les monuments. Autrement dit, on était un peu isolés, un peu protégés dans une certaine mesure. Depuis 1934, j'étais politiquement très averti. Je lisais tous les journaux, je lisais l'Humanité en particulier, j'étais averti de ce qui se passait, et notamment de ce qu'était le nazisme. C'est une des raisons qui m'ont fait adhérer au Parti communiste. Il y avait une poignée de Corses, la partie éclairée de l'opinion en Corse, c'est-à-dire les communistes, les républicains avancés, les socialistes, quelques autres, avaient la connaissance réelle de ce qu'était le nazisme. Le nazisme, auteur de pogroms, persécuteur des non-ariens. On ne parlait pas encore de camp. Donc on connaissait le nazisme. Lorsque je dis on, je dis une petite poignée éclairée. Et on connaissait aussi le fascisme italien. On le connaissait en particulier parce qu'il y avait des Italiens déportés politiques à l'île de la Pianosa qui s'en étaient évadés et qui, à force de rame, étaient arrivés en Corse, que nous avions recueillis et aidés, et qui avaient même créé une association qui s'appelait Italia Libera. C'était des Italiens antifascistes. Donc nous étions informés de ce qu'était le fascisme italien. C'est-à-dire le manganais, le lueur de ricin, et enrégimenter des enfants de 7 ans dans les Mali, là, enfin nous savions tout ça. Et avant la guerre, il y a eu la grande inquiétude des Corses, c'était est-ce que nous resterons français? Parce que Mussolini, du balcon du palais de Venise, avait réclamé la Corse, la Tunisie, la Savoie, etc. Et les gens criaient dans la rue, a noi, a noi, a qual è questa terra, a noi, a noi. La Corse, la Tunisie, etc. Alors, les Corses, dans leur ensemble, étaient très inquiets de cela. Ils étaient inquiets du sort qui leur serait réservé. Ils ne désiraient pas redevenir italiens. Encore qu'il y a eu une poignée de gens, les irrédentistes, qui étaient les hommes de la Mouvre, etc., qui, eux, souhaitaient redevenir italiens, qui diffusaient en Corse des tracts intitulés La France est une marâtre, la mer véritable est l'Italie, et ils faisaient pendant que moi j'étais étudiant, ils faisaient de la réclame parmi les étudiants pour qu'on aille finir nos études en Italie où on nous garantissait une place, etc., etc. Et quelques-uns, ils sont partis, dont je ne rappellerai pas le nom. Puis alors, il y avait les gros propriétaires terriens, les réactionnaires, les gens qui considéraient que le Front National était une catastrophe, le Front Populaire était une catastrophe. Ils pensaient que en Italie, il y avait eu des résultats au plan économique. On avait asséché les marais pontins. Qu'est-ce que j'ai entendu répéter ça? On avait asséché les marais pontins et on avait rétabli l'ordre moral. En réalité, c'était ça. Alors nous n'étions vraiment pas très nombreux à nous opposer à ces gens-là en 38 et 39. Mais lorsque les prétentions de Mussolini se sont affirmées aussi nettement, il y a eu de grosses manifestations, une à Ajaccio et une à Bastia. Ça se passait en novembre 1938. Moi, j'étais prof à Ajaccio. Il y a eu une énorme manifestation à Ajaccio qui a groupé tout le monde, depuis les communistes jusqu'aux bonapartistes. Tous les chefs de parti. On s'est réunis au Café de France et parmi ceux-là, le représentant du Parti communiste, du Parti socialiste, c'était Bacchini, du Parti bonapartiste. Le Parti socialiste, je ne me souviens plus, et le Parti communiste, c'était Bélier et moi. Le lendemain, il y a eu une manifestation à la mairie d'Ajaccio. Et depuis la mairie, nous avons dit au consulat. Et il y avait un peuple, il y avait vraiment une partie importante de la population d'Ajaccio. Et nous avons atteint le consulat d'Italie, qu'on a lapidé, on a envoyé des pierres, etc. Mais c'était une manifestation très importante. Et c'est d'ailleurs une des choses qui vont le plus apparaître dès la Résistance, la Corse restera-t-elle française? C'était le problème, la question la plus lancinante pour la Résistance.
Le 11 novembre 1942 est un jour marqué d'une pierre noire pour l'histoire de la Corse. Ça a été le jour de l'humiliation et de la honte. Et nous n'étions pas les seuls à le ressentir. Il n'y avait pas que cette poignée de communistes qui ressentaient ces choses-là. Il y avait déjà un certain nombre de gens, parce que quelques mois avant cela, il y avait eu quelques contacts, des contacts timides entre des individus ou des groupes d'individus par métier ou par affinité politique qui s'étaient posé la question, mais enfin, si on était devenu italien, et il y avait là les gens qui écoutaient la radio gaulliste. Les gens qui avaient plus ou moins entendu l'appel de Gaulle, mais qui, s'ils ne l'avaient pas entendu, entendaient les émissions chaque soir. Et c'était donc une opinion assez généralisée qui voulait que l'on se batte, qu'on essaie de se battre pour empêcher que la Corse devienne italienne. Alors il y avait deux motivations à cela. D'abord, il y a eu une première chose, un impératif qui s'est dégagé immédiatement. On a dit, si on veut empêcher ça, il faut faire l'union de la population. Ça a été l'un de nos premiers objectifs. Alors, l'union de la population, c'est-à-dire de qui? De tous. Communistes, socialistes, bonapartistes, gaullistes, tous ceux qui avaient créé ces petits mouvements de résistance, ces groupuscules de résistance avant la guerre, et que nous ne connaissions que peu, mais enfin, il y avait des contacts plus ou moins avec tout ça. Mais tout cela est resté à l'état d'aspiration, beaucoup plus que de réalité. Autrement dit, le 11 novembre, les choses ont changé. La résistance a pris corps le 11 novembre. Jusque-là, c'était une résistance qui avait pour but, premièrement, de dénoncer le pétainisme, qu'on considérait avec raison comme une escroquerie au patriotisme. Deuxièmement, de dénoncer la Légion, dont le travail essentiel était de pourchasser les communistes avant la guerre et ceux qui écoutaient la radio de Londres. Partout où il y avait des communistes, on s'est réunis, on a discuté, on a pris des décisions, et on a pris notamment la décision qui nous avait été suggérée par le colonel Fabien, lorsqu'il est venu nous voir en Corse en 1941, de la part de la direction du parti, qui nous avait demandé de créer un vaste Front National. C'est sur ces bases que nous sommes partis pour créer le Front National, qui, d'après nous, devait comprendre toutes les gens de toute classe sociale, de toute sensibilité politique, de toute croyance, et ça devait être cela le Front National, c'est-à-dire une organisation très vaste et très large. Comment était structuré ce Front National que nous avons développé ou créé à ce moment-là? Il y avait des groupes de villages, des groupes de cantons et un groupe d'arrondissement, et tout cela était coiffé, si l'on peut dire, dirigé par un comité départemental. Le comité départemental, c'était des gens qui n'étaient pas des chefs. Il n'y avait pas de chef ni de sous-chefs. Il y avait des responsables. C'est un beau nom, le nom de responsable. On s'appelait responsable. On était responsable à tous les niveaux. Les communistes ne doivent revendiquer ni antériorité, ni exclusivité. Il n'y a pas eu que nous dans la résistance. Par contre, les communistes avaient de fortes raisons de se méfier de la police de Vichy, parce que la police de Vichy les livrait à l'ennemi. Alors ils auraient pu, les communistes, cette poignée de communistes, auraient pu, comme nous disions à l'époque,